Bonjour à vous voyageurs. En plein cœur de l'Afrique australe se dresse une cité de pierre entourée de murs gigantesques, construits sans mortier et toujours debout depuis plus de 700 ans. Elle défie le temps. La nuit, le vent souffle dans les passages étroits et fait résonner les murs d'un sifflement étrange comme s'il voulait nous raconter une histoire. Certains disent que la roche, riche en quartz, pourrait résonner comme une antenne et amplifier les forces venues de la Terre. D'autres nous parlent de ces oiseaux mystérieux découverts dans les ruines qui pourraient être les messagers d'un savoir oublié dans cette région où l'on parle aussi de rencontres étranges, fantomatiques, la nuit venue. Alors que cache le grand Zimbabwe? Une prouesse d'ingénierie ou une technologie disparue? Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Si le sujet vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Le Grand Zimbabwe est un complexe de ruines monumentales qui est situé dans le sud du Zimbabwe. Ses murs et sa grande enceinte intriguent car ils ont été bâtis sans mortier et sont toujours debout depuis plus de 700 ans. Plus qu'une défense militaire, certains archéologues pensent que ces constructions servaient à marquer un pouvoir sacré et presque une séparation entre le monde profane et celui des initiés. Pendant longtemps, les colons européens ont refusé de croire que les populations locales africaines avaient pu construire ce complexe et l'ont même attribué aux Phéniciens, aux Sabéens, voire au roi Salomon. Et ces légendes issues du colonialisme ont malheureusement la peau dure puisqu'on retrouve même cette description sur le site de l'UNESCO qui parle du Grand Zimbabwe. Je cite, ils disent « Les ruines du Grand Zimbabwe qui, selon une légende séculaire, aurait été la capitale de la reine de Saba, sont un témoignage unique de la civilisation bantoue des Shona entre le 9e et le 15e siècle. Le monument national du Grand Zimbabwe se trouve à une trentaine de kilomètres de Masvingo, à une altitude d'environ 1100 mètres, dans une région peu peuplée des Bantous Shona. Et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo qui ils sont. Le complexe a été construit entre 1100 et 1450, il s'étend sur une surface de plus de 800 hectares et il est divisé en 3 parties. La ville haute, le grand enclos et les ruines de la vallée. L'ensemble fut un centre d'échange extrêmement important et ce, renommé depuis le Moyen-Âge. Alors je vais vous faire une description du site qu'il ne m'a pas été facile de comprendre très exactement, la topographie étant parfois nommée différemment en français et en anglais, donc je vais bien vous définir comment il se présente. On va commencer par la colline ou la ville haute ou parfois les ruines de la colline. C'est la partie la plus haute et la plus ancienne qui est construite sur un chaos de rochers. Elle date du 9e siècle avec des murs en granit irrégulier qui relient les roches entre elles. Vous pouvez voir les images, c'est absolument magnifique. Il y a des enclos étroits et des passages couverts et on pense qu'il y avait à la fois une zone rituelle, l'endroit auquel on a trouvé ces fameux oiseaux de stéatite dont je vais vous parler, c'est l'enclos qui est à l'est, et une zone résidentielle qui aurait été la résidence des chefs, qui est l'enclos ouest. Leur aspect visuel est plus authentique et beaucoup moins monumental que les murs dont nous allons parler juste après, c'est pour ça qu'il y a assez peu de photos. Plus bas se trouve le grand enclos qui a été construit à partir du XIVe siècle. Alors c'est une immense enceinte elliptique délimitée par des murs en granit parfaitement taillés. À l'intérieur, il y avait des huttes en terre, des espaces communautaires et une mystérieuse tour conique. Chaque famille vivait regroupée dans ces petits enclos avec ses propres huttes et une cour. Cette grande enceinte ou ce grand enclos, selon comment il est désigné, est donc situé en contrebas de la colline. Au sud, il y a un grand mur circulaire elliptique de 250 mètres de conférence. C'est d'ailleurs certainement ce que vous verrez si vous cherchez des images sur le Grand Zimbabwe, car c'est la partie la plus impressionnante du site. Les murs vont jusqu'à 10 mètres de haut. Ils ont donc été construits avec des blocs de granit taillés, parfaitement ajustés, et ce sans mortier.
Encore aujourd'hui, le doute subsiste à savoir si cela servait de résidence royale ou de grenier symbolique. Et puis, il y a la troisième partie du site qui sont les ruines dans la vallée. C'est un ensemble d'habitations beaucoup plus tardives, donc en fait du 15e siècle. On y voit encore des traces des huttes, des bassins et des bancs extérieurs. Les murs de pierre sont décorés de motifs géométriques qui ressemblent à des chevrons ou à des damiers, preuve d'un savoir-faire absolument remarquable. Ils sont dispersés un peu partout dans la vallée, sous la colline, et aujourd'hui, comme ils étaient construits avec des briques de pierre, ils ont beaucoup moins bien résisté au temps. Pour être un petit peu plus précis, ces huttes qui étaient à l'intérieur des enceintes étaient construites en pisé, c'est-à-dire en daga, un mélange de pierres granitiques concassées avec de l'argile et de l'eau. Comme je vous le disais, le Grand Zimbabwe faisait partie d'un vaste et riche réseau commercial mondial. Les archéologues y ont retrouvé des poteries qui venaient de Chine et de Perse, ainsi que des pièces de monnaie arabes. L'élite de l'Empire du Zimbabwe contrôlait le commerce le long de toute la côte est africaine. Cependant, la cité fut en grande partie abandonnée au XVe siècle pour une raison que l'on ne connaît pas exactement aujourd'hui, car les populations Shona migrèrent ailleurs. On pense que l'épuisement des ressources et la surpopulation ont joué un rôle important dans cet exil de cette grande cité. On va préciser que le mot en lui-même Zimbabwe veut dire maison de pierre en Shona. Et effectivement, il y avait tout un ensemble de constructions que je viens de vous décrire qui a été construit sans mortier. Dans le complexe La Ville Haute, dite aussi la ville de la colline ou les ruines de la colline, les premiers murs qui datent du XIe siècle relient les rochers entre eux et sont faits de blocs de granit posés à sec, ajustés comme des puzzles réguliers. Dans la grande enceinte, cela date du XIVe siècle et c'est là qu'on trouve les murs donc les plus spectaculaires. Ce sont d'énormes ellipses de granit parfaitement appareillées qui créent des murs qui font plus de 10 mètres de haut, toujours sans mortier. C'est donc un chef-d'œuvre de maçonnerie. Dans les ruines de la vallée, là, les enceintes sont en pierre sèche avec les fameux motifs décoratifs chevrons et damiers, et les habitations à l'intérieur étaient en terre séchée, et c'est elles qui ont disparu. Alors donc, dans ce site, tous les murs qui ont été montés le sont sans mortier, c'est-à-dire sans ciment, sans rien pour sceller les pierres entre eux. Et c'est pourquoi on compare souvent le site du Grand Zimbabwe à d'autres architectures cyclopéennes dans le monde. Si on fait un zoom sur les murs les plus anciens, ceux de la ville haute, on voit que les pierres sont des moellons de granit extraits des affleurements naturels, puisqu'en fait le granit se délite en dalles assez facilement. Le mystère, ce n'est pas la taille, mais c'est la maîtrise technique pour réaliser ce site. On parle quand même de près d'1 million de blocs qui ont été posés, ajustés, sans liant, avec une précision qui défie le temps. Une verticalité impressionnante avec des murs de plus de 10 mètres qui sont toujours debout après 700 ans. Au niveau des plans, c'est quand même une enceinte monumentale avec des tours coniques, des goulots étroits dont d'ailleurs certains sont couverts, ce qui implique une ingénierie sociale autant que matérielle. L'échelle est elle aussi démesurée. C'est une des plus grandes architectures de ce type en Afrique subsaharienne. Alors ce qui fascine, c'est la question que l'on se pose. Comment une société médiévale locale a-t-elle atteint une telle stabilité des murs sans liant? Qu'est-ce qui tient vraiment ces murs? La taille ou quelque chose de plus subtil? Parce que, il faut être honnête, à titre de comparaison, nos constructions en béton armé s'essoufflent en quelques décennies si on ne les entretient pas. J'ai fait des recherches justement pour comprendre un peu mieux la façon dont nous construisions aujourd'hui des maisons et à quel point l'architecture, l'ingénierie du Grand Zimbabwe était impressionnante. J'ai trouvé qu'en théorie, les ingénieurs du XXe siècle estimaient que les bâtiments en béton armé pourraient durer jusqu'à 1000 ans.
Mais dans la pratique, la réalité est bien autre. Leur durée de vie se trouve entre 50 et 100 ans, parfois moins, surtout si elles ne sont pas entretenues régulièrement. Et tout en continuant à chercher sur Reddit, j'ai trouvé par exemple que selon certaines normes britanniques, la majorité des bâtiments sont conçus pour durer environ 50 ans, sauf les structures majeures comme les ponts et les barrages qui sont eux conçus pour durer une centaine d'années. Et au Grand Zimbabwe, les murs tiennent comme ça, sans mortier, depuis 7 siècles. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule énigme du genre dans l'histoire. On retrouve des murailles impressionnantes ailleurs dans le monde avec le même sentiment d'impossible. En Méditerranée, les Grecs parlaient des murs cyclopéens à Mycène, tellement massifs qu'ils les attribuaient à des cyclopes. Au Pérou, les blocs gigantesques de Sacsayhuaman s'emboîtent avec une précision millimétrique, tellement proches les uns des autres qu'on ne peut même pas glisser une feuille entre deux pierres. Et puis en Écosse, il y a les mystérieux brocs qui ont résisté à des siècles de tempêtes grâce à leur double mur de pierres sèches. Ce sont d'autres constructions réalisées sans mortier qui elles aussi nous interrogent sur les capacités et les compétences de ces peuples anciens. Et si ces murs racontaient une histoire, une technicité bien plus subtile? Passons maintenant sous la surface. Nous allons explorer une piste que j'évoque souvent, celle des minéraux. Le granit utilisé pour construire les enceintes du Grand Zimbabwe est naturellement riche en quartz. Tout comme la plupart des granites à travers le monde, le quartz est dur, stable et résonnant. Il transmet les vibrations. Et bien qu'aucune recherche spécifique n'ait été faite au niveau du Grand Zimbabwe, un lieu interroge à moins de 400 mètres de là. Le photographe et chercheur Gordon Macy s'est rendu sur place et il a remarqué qu'à environ 400 mètres des ruines est du Grand Zimbabwe, il y a une veine naturelle de quartz qui parcourt le sol. Cette veine, elle s'appelle Murere, excusez-moi pour la prononciation, et elle fait une véritable barrière comme une porte de granit, une frontière, une limite avant que l'on entre dans le site du Grand Zimbabwe. Et selon lui, car il a eu des discussions avec les locaux sur place, c'est la preuve d'une frontière que l'on prendrait dans un site sacré au moment d'arriver là-bas. Le quartz est un minéral qui a toujours intrigué. On l'associe facilement aux idées de vibration, à l'énergie, à sa capacité à résonner. Et ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'on peut le lier à deux idées importantes. La toute première, c'est que bien sûr la présence de quartz dans le sol et dans les murs puisse faire du Grand Zimbabwe un endroit de résonance tellurique. La disposition des enceintes et des tours fonctionnant comme un immense amplificateur, comme un résonateur des forces de la Terre. Alors, les forces telluriques, je ne les ai encore jamais évoquées sur la chaîne, je vais donc faire une petite mise au point. Tout d'abord, c'est une donnée scientifique réelle, admise, le courant tellurique étant un courant électrique qui circule dans la croûte terrestre, pouvant avoir plusieurs origines, certaines fois des origines naturelles, comme le champ magnétique terrestre ou le déplacement de fluides conducteurs, comme l'eau ou le magma. Et parfois, ces courants telluriques peuvent aussi être d'origine artificielle, fuite de réseaux électriques, d'installations industrielles, retour de courant des voies de chemin de fer. Mais cette notion de courant tellurique a aussi été reprise en géobiologie, un domaine d'étude qui pour certains est qualifié de pseudo-scientifique et pour d'autres est une pratique admise. Les courants telluriques sont alors interprétés comme des forces invisibles qui émanent de la Terre elle-même. Ce sont, ou ce seraient en géobiologie, des flux d'énergie qui parcourent les sous-sols et ce seraient aussi des lignes de puissance où s'entrecroisent magnétisme, vibration et mémoire des lieux. Et dans de très nombreuses traditions, ces forces sont considérées comme la respiration même de la terre, capable d'inspirer les chamans, de nourrir les sanctuaires et peut-être de faire résonner la pierre. Ça, c'était pour la première notion liée à la présence de quartz au Grand Zimbabwe.
La deuxième notion est que l'on pourrait envisager que les murs du site ne sont pas de simples fortifications, mais les vestiges d'une science perdue, lévitation, sonorité des pierres ou une technologie capable de manipuler les énergies de la Terre. Et là encore, ce ne serait pas la première fois dans le monde que l'on rencontre ce genre d'énigme. À Stonehenge, par exemple, on parle d'une possible utilisation sonore des pierres. Cela pourrait être une forme d'instrument de musique géant utilisant une certaine forme de vibration pour créer des effets magiques, des effets de trance. Évidemment, à Stonehenge, on a aussi la légende de Merlin qui aurait fait venir ces pierres de très très loin en les faisant léviter. On est encore là sur cette notion de résonance. Il y a aussi à Chichen Itza des temples mayas qui produisent des échos étranges qui imitent le cri du Quetzal. Et sur certains monts sacrés, en Afrique comme en Asie, on raconte que la roche elle-même fait entendre la voix des ancêtres ou des dieux. D'autant que dans cette région, au Grand Zimbabwe, le quartz n'est pas le seul minéral intéressant. Il y a de l'or, on sait que la région de Masvingo est extrêmement riche en or. Des fouilles ont montré que le Grand Zimbabwe était probablement un centre de raffinage et de commerce de l'or, exporté vers la côte Swahili puis échangé avec l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Chine. Et c'est d'ailleurs cette présence d'or qui a alimenté la légende des mines du roi Salomon, souvent associé à ce site, comme je vous le disais. Il y a aussi du fer. L'archéologie a mis en évidence une intense production de fer et d'outils métalliques dans la région. Ce fer servait autant aux besoins quotidiens, par exemple pour réaliser des armes ou des outils pour l'agriculture, qu'au commerce. Et puis il y a aussi du cuivre présent dans la région. Il servait à la réalisation de parures, de bracelets et d'objets rituels. Et ce lien étrange, nous l'avons déjà vu sur cette chaîne dans plusieurs épisodes. Nous avons vu que les gisements de minéraux, qu'il s'agisse d'or, de quartz ou d'autres pierres, sont souvent associés à des phénomènes mystérieux. Parfois ce sont des lumières, des sons inexpliqués, parfois ce sont des légendes qui attribuent un pouvoir particulier aux peuples habitant sur ces terres. Comme si la nature elle-même, à travers ces trésors enfouis, fascinait la mémoire et les mythes de ceux qui y habitent. Et puis le Zimbabwe n'est pas en reste quand il s'agit de mémoire d'être resté alors qu'il n'aurait peut-être pas dû être là. Sur Reddit, j'ai trouvé cette histoire. C'est un professeur qui nous raconte son histoire étrange qui s'est déroulée dans les années 80. Affecté dans une école isolée du Zimbabwe, il avait entendu les habitants parler d'esprits qui hantaient les chemins la nuit, les âmes des victimes des guerres d'indépendance. Comme beaucoup, il riait de ces histoires, mais il faisait quand même attention à ne pas voyager après la tombée du jour. Un soir pourtant, il n'eut pas le choix. À plus de 22 heures, il marchait seul sur un sentier sombre, inquiet surtout des hyènes et des serpents. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. Un homme marchait dans la même direction. Soulagé d'avoir enfin un compagnon de route, il le salua. Mais l'autre resta figé, immobile, comme surpris ou effrayé, avant d'accepter de continuer à marcher, mais toujours 10 mètres devant lui. Impossible de le rejoindre. À chaque fois que le professeur accélérait, l'homme faisait de même, gardant cette distance étrange. À ces questions, il répondait à peine juste un mot ou deux. Au moment de se séparer, la scène devint encore plus troublante. Le professeur lui héla de s'arrêter en criant « Stop !» Et l'homme s'arrêta net, un pied suspendu dans les airs, comme pétrifié. Puis il se mit à courir en criant en Shona « Merci de m'avoir libéré !» Le professeur comprit qu'il avait, malgré lui, été pris pour le Zimudzangara, l'esprit des victimes de guerre, celui qui questionne les passants et n'épargne pas ceux qui paniquent. Son infortuné compagnon de route avait tenté de lui échapper comme il pouvait. Le Zimudzangara est un être spectral décrit comme un homme immense. C'est l'esprit tourmenté des victimes de guerre qui surgit de la brousse pour engager la conversation. La croyance veut que si vous lui répondez normalement, il ne vous fait aucun mal. Mais si vous montrez la peur, il peut devenir violent, frappant et laissant des séquelles
irréversible. Moralité, au Zimbabwe, les chemins parlent. On n'y marche jamais tout à fait seul. Ce témoignage nous ramène à l'essentiel. Au Zimbabwe, l'étrange s'inscrit dans un cadre culturel précis. Pour comprendre ces rencontres de nuit, il faut regarder du côté des légendes et des rites qui donnent du sens au pays. Des Wadzimu aux Zvikiro jusqu'au culte de Moiri et à l'énigme de l'oiseau. Faisons d'abord le point sur quelques a priori. L'explorateur Karl Moak, au XIXe siècle, a estimé que les constructions du Grand Zimbabwe étaient si impressionnantes qu'elles ne pouvaient pas être l'œuvre des Africains. Il les a attribuées à la reine de Saba ou au roi Salomon, voire à d'anciennes civilisations perdues. Son contemporain, l'archéologue James Theodore Bent, a quant à lui évoqué l'idée d'un peuple sémite d'origine arabe responsable de ces structures monumentales. Ces théories s'inscrivaient dans un contexte colonial et eurocentré, rejetant le génie des bâtisseurs africains. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme étant portées par des préjugés dépassés, qu'il s'agisse de l'Afrique ou d'autres peuplades dans le monde. D'ailleurs, ici sur cette chaîne, nous avons déjà étudié les autochtones d'Australie, les peuples des terres reculées de Russie, ceux qui vivent au cœur des jungles de l'Amazonie. Il nous semble impossible d'imaginer de comprendre les capacités techniques de ces peuples vus comme primitifs, et on ne comprendrait pas comment ils ont été capables de déployer une telle technicité. Et ça, c'est un véritable problème lorsque l'on explore des territoires comme le Grand Zimbabwe. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de ceux qui ont évoqué les extraterrestres comme probables dispenseurs de savoir, voire de bâtisseurs sur ces terres reculées. Mais nous reviendrons sur l'Afrique dans les épisodes à venir, car j'aimerais notamment vous parler du calendrier d'Adam. Il faut dire que l'Afrique possède un registre archéologique extrêmement riche qui remonte jusqu'à 3,3 millions d'années avec la fabrication du tout premier outil en pierre dans l'actuel Kenya. La complexité et la diversité culturelle du continent sont bien établies. On y a retrouvé les plus anciennes œuvres d'art connues au monde et bien sûr, c'est aussi la terre d'origine des ancêtres de l'humanité moderne, Homo sapiens. Mais revenons au Grand Zimbabwe. Certains récits locaux parlent du lieu comme d'un espace sacré relié aux esprits des ancêtres. Faisons donc un peu le point sur les croyances locales. Tout d'abord, il nous faut définir ce que c'est les peuples bantous. Alors, le mot bantou vient de la racine ba-entu, qui signifie les hommes ou les gens dans de nombreuses langues de ce groupe. Ce n'est pas un peuple unique, mais un immense ensemble de peuples parlant des langues apparentées que l'on appelle les langues bantoues, et c'est environ entre 500 à 600 langues. Ces peuples se sont répandus à partir de l'Afrique de l'Ouest et du Centre il y a environ 3000 ans vers le reste de l'Afrique centrale, orientale et australe. C'est un mouvement que l'on appelle l'expansion bantoue. Aujourd'hui, cela représente des centaines de millions de personnes depuis le Cameroun et le Congo jusqu'au Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Dans le Zimbabwe actuel, les peuples bantous reconnaissent Mulungu comme un dieu Otiosus, c'est-à-dire un dieu qui aurait créé puis se serait retiré du monde sans plus s'en occuper. C'est une croyance répandue chez beaucoup de peuples bantous d'Afrique orientale et centrale. Ce dieu créateur retiré, au temps du Grand Zimbabwe, le folklore Shona identifie un dieu présent, Moiri, qui est le maître de la pluie et de la fertilité. On ne lui parle pas directement. Ce sont les Wadzimu, les ancêtres, qui relaient sa voix par les Zviriko, les médiums. Modimo, quant à lui, est un dieu destructeur, il personnifie les éléments. Pour le peuple Shona, la pierre, la pluie et la parole des morts sont intimement liés. Et dans leur cosmologie, certains paysages, notamment les ruines, tels que le Grand Zimbabwe, incarnent ou expriment la présence des ancêtres et des esprits de la terre. Ces derniers peuvent se manifester à travers des éléments naturels ou apparaître dans les rêves, et ces lieux sont vus comme des espaces de communication sacrés et spirituels.
Encore aujourd'hui, des endroits restent liés à cette relation intime entre le divin et la nature, comme le sanctuaire de Ndjelele qui est creusé dans le granit des collines de Matobo, où l'on invoque la pluie et où, dit-on, la montagne elle-même fait entendre la voix des esprits. Et puis, que dire de ces sculptures d'oiseaux trouvées au Grand Zimbabwe, car elles ont une importance cruciale dans la compréhension de leur culture. Les oiseaux du Zimbabwe sont des statues en stéatite qui ont été retrouvées sur le site. Il y en a au moins 8 exemplaires. Elles représentent un rapace stylisé, on pense souvent que c'est un aigle pêcheur ou un faucon. Et ces oiseaux sont considérés comme des symboles totémiques des élites Shona, probablement associés à la royauté, aux ancêtres et au rôle de médiateur entre le monde des hommes et le monde spirituel. Ce sont des totems liés au ciel, messagers entre les vivants et les ancêtres. Ils sont peut-être aussi symboles de l'élévation, de la légèreté, pourquoi pas un lien avec la lévitation des pierres. Quand le Zimbabwe a pris son indépendance en 1980, le choix a été fait de reprendre précisément ces oiseaux du Zimbabwe, donc ce symbole, ces statues qui ont été retrouvées sur le site du Grand Zimbabwe, comme emblème national pour réaffirmer un héritage culturel nié par la colonisation. On retrouve donc le même oiseau stylisé sur le drapeau, sur les armoiries et même sur certaines pièces de monnaie. Elles sont devenues un symbole d'identité, de mémoire, c'est le symbole national du pays. Il y a aussi une dimension spirituelle. L'oiseau est interprété comme un messager entre ciel et terre, un totem lié au clan royal ou aux esprits. Dans l'Égypte ancienne, c'est l'oiseau solaire Horus qui relie le pharaon au ciel et incarne la lumière divine. En Mésoamérique, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est à la fois dieu du vent et médiateur entre les hommes et les dieux. En Inde, le Garuda, monture de Vishnu, est l'oiseau cosmique qui traverse les mondes, de la terre au ciel. Partout, à travers les cultures et les continents, l'oiseau est ce messager, ce pont entre le visible et l'invisible. Et ici, au Grand Zimbabwe, il pourrait bien avoir joué le même rôle, rappeler que la cité n'était pas seulement un centre de pouvoir terrestre, mais aussi un passage, un portail spirituel. Comme si, à travers ce symbole de l'oiseau, l'Afrique s'inscrivait elle aussi dans cette grande cartographie des magies du monde où les civilisations donnent des ailes à la pierre pour parler aux dieux. L'oiseau pourrait-il être le symbole d'un savoir spirituel oublié où technologie et magie se rejoignent? Le Grand Zimbabwe était-il une cité bâtie par des mains humaines ou bien le carrefour d'une connaissance perdue où la terre, les esprits et les hommes travaillaient ensemble grâce à une technologie encore inconnue? Comme en Égypte, en Inde ou en Mésoamérique, le Grand Zimbabwe inscrit l'Afrique dans cette grande cartographie des cosmologies humaines où chaque peuple dialogue à sa manière avec l'invisible. Ainsi s'achève notre voyage de l'été entre cités oubliées et forces invisibles. Mais les mystères du monde ne s'arrêtent pas là et d'autres horizons nous attendent très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous faites partie des 500 premières personnes à voir la vidéo, sachez que vous nous êtes très précieux, car c'est grâce à vous que l'algorithme de YouTube pourra recommander cette vidéo à plus de personnes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, voire un boost qui n'apparaît que si vous mettez un like sur la vidéo et uniquement sur téléphone, car vous pouvez faire la différence pour faire connaître nos recherches. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous mettre ici et là des playlists pour continuer d'investiguer avec moi les mystères du monde. Si vous avez vu le bouton like s'envoler sur un oiseau de stéatite, n'hésitez pas à le rattraper et à partir, vous aussi, réfléchir sur d'autres mystères. Merci d'avoir été là, portez-vous bien et d'ici à la prochaine, moi je vous dis ciao!